Bonjour mes amis. Alors, vous savez, je pense que je peux vous dire sans chercher à le démontrer outre mesure, que les élites occidentales ne défendent pas vos intérêts, ne défendent pas l'intérêt de l'occidental moyen. Ça fait très longtemps qu'ils ont quitté ce chemin-là, pour autant qu'il est emprunté un jour. En fait, si vous regardez par exemple avec le terrorisme, ils vont imposer des migrants d'endroits impossibles, ils vont imposer une immigration massive, ils vont imposer un multiculturalisme qui a apporté sur le terrain que des conflits et des tensions, et puis le jour où le terrorisme se déclenche, qui était prévu il y a 20 ans par certains, ben on vous dit, il faut vivre avec, hein, c'est normal, hein, tu vas vivre avec mon ami, c'est ta nouvelle normalité. Et en fait, sur tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui, qui sont des enjeux économiques, qui sont des enjeux géostratégiques, des enjeux écologiques, les élites occidentales non seulement jouent contre l'occidental moyen, mais en plus, très souvent, elle incite à lui-même jouer contre son propre camp, à lui-même jouer contre ses propres intérêts, comme on le voit malheureusement trop souvent. Alors, avec cette histoire des accords de Paris et du réchauffement climatique et des choses qui vont avec, nous sommes exactement dans cette logique. Nous sommes parfaitement dans cette logique des élites occidentales qui trahissent encore une fois leur peuple pour défendre leurs intérêts personnels d'un côté et leurs dogmes de l'autre. Alors, je vais vous dire un truc. Ces histoires d'accords de Paris n'ont rien à voir avec l'environnement. Il ne s'agit pas, je peux vous donner par exemple des problèmes réels de l'environnement. On a la pollution des mers, on a la disparition des biotopes, on a la disparition d'espèces, on a la pollution par des industries, on a la pollution de cours d'eau, la pollution de nappes phréatiques, on a la construction sur des terrains agricoles, on a l'agriculture intensive qui rend stérile un certain nombre de terres. Je veux dire, tout ça, ce sont des réalités. Cela, ce sont de vrais problèmes. Et de manière peut-être contre-intuitive, le fait d'être obsédé par le réchauffement climatique va aller à l'encontre des solutions qui permettent de régler les problèmes que je viens de citer. Pourquoi? Imaginons que vous habitez dans une maison, par exemple, et que dans cette maison, l'électricité devient dangereuse, l'eau fuit partout, la plomberie est en train de pisser comme pas possible, et puis ce qui se passe, le toit prend l'eau, et vous avez, on va dire, le responsable de la bourse, le responsable de l'argent dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben lui, il est obsédé par les Martiens. Il pense qu'il y a des Martiens qui vont débarquer un jour, et qui vont envahir la maison. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va en ligne et il passe son temps, il dépense tout le budget de réfection et de maintenance de la maison, il dépense à acheter des appareils de plus en plus compliqués pour protéger la maison contre des martiens qui ne viendront jamais. Voilà un petit peu l'histoire du réchauffement climatique. Ça va dévier les ressources, parce que les ressources financières par exemple ou humaines sont en quantité limitée, ça va les dévier vers des sections, on va dire, politico-économiques qui sont gérées par des politiciens qui travaillent contre votre intérêt, qui sont gérés par des marxistes, qui sont gérés par des États dictatoriaux et qui sont gérés par des gens qui voyagent en jet privé qui n'ont rien à foutre de l'environnement. Je vous explique un truc. Les accords de Paris desquels Trump est sorti n'ont rien à voir avec l'écologie. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre, que je viens d'expliquer. Deuxième point. Ils n'ont même pas pour but de baisser ce qu'ils appellent les émissions globales. C'est même pas cela. Le but n'est pas de baisser les émissions, mais le but est de les répartir les émissions autrement. Or, c'est quoi cette histoire d'émissions? Chaque consommation d'hydrocarbures, quand on consomme de l'hydrocarbure, on consomme pourquoi? En général, on consomme pour démarrer une voiture, un avion, pour démarrer une turbine à gaz, pour faire fonctionner une usine, pour se chauffer, pour manger, vous comprenez. Pratiquement tous les actes, tous les gestes de la vie quotidienne dans le monde moderne exigent la consommation d'un hydrocarbure, gaz ou pétrole ou dérivé. Le problème, c'est que la combustion d'un hydrocarbure, une fois que cet hydrocarbure, on lui enlève l'énergie, donc on a oxydé cet hydrocarbure, on finit avec quoi? On finit en général avec de la vapeur d'eau et du gaz carbonique, avec du dioxyde de carbone, du CO2. Donc, le CO2, si vous voulez, est un indicateur de l'activité économique d'une société. De combien cette société bouge, de combien cette société produit, crée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de sanctionner
le CO2. Mais alors attention, il y a une subtilité. Ils n'ont pas décidé de sanctionner le CO2 dans l'absolu. Ils ont décidé de créer un index qu'ils appellent l'intensité de l'émission. Ce n'est pas la quantité de l'émission, l'intensité de l'émission. Alors c'est quoi l'intensité de l'émission? L'intensité de l'émission, c'est ce qu'ils appellent le carbone, d'accord? C'est l'émission de carbone, enfin de CO2, que tu peux, pour utiliser une autre façon de parler, mais qui est tout à fait exact scientifiquement parlant, c'est la consommation d'énergie, en fait, parce que c'est ça finalement, l'activité, rapportée à quoi? Rapportée au PIB, rapportée à la richesse de l'État. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir combien tu es riche, on va voir c'est quoi le PIB de ce pays, et on va voir combien tu es actif, combien d'industries tu as, combien de kilomètres tu parcours en voiture, combien d'avions tu as, combien de choses qui tournent tu as. Voilà. C'est ça qui est en fait résumé sous le mot intensité de carbone ou intensité d'émission. Voilà. Bon, une fois que ça a été établi, on va punir ceux qui émettent du carbone, comme on dit, mais pas ceux qui émettent le plus. On va punir les émetteurs les plus riches. Les plus riches, on va les punir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va surtaxer, on va les accuser littéralement de détruire la planète. Je veux dire, c'est une accusation énorme. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va taxer leur énergie. Ça signifie qu'on va taxer quoi? On va taxer leur travail, on va taxer leur mouvement, on va taxer leur production, on va taxer leur créativité, on va taxer leurs loisirs. En fait, chaque fois qu'ils bougent, ils seront pris dans une gangue fiscale qui leur donnera l'impression qu'on leur a versé des tonnes de mélasse de sucre dessus, et puis que chaque mouvement devient très lourd, devient handicapé. Les pays qui dépensent beaucoup d'énergie, mais qui sont pauvres, qui ont un PIB faible, on va considérer que leur intensité d'émission est faible et on va les laisser produire. Le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est en réalité une redistribution de la richesse. C'est un transfert de la richesse. Ça signifie qu'on va arriver dans un pays, on va décréter que toi, tu as dépensé trop d'énergie, que c'est à cause de toi même que l'humanité est en train de crever de faim, c'est à cause de toi que la planète est en train de mourir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va te taxer l'énergie pour te bloquer, pour que ça ne vaille plus la peine chez toi de travailler, pour que quand tu seras retraité, tu seras un retraité pauvre, on te mettra dans une précarité énergétique. Il y a aujourd'hui en Angleterre des retraités qui doivent choisir entre chauffer leur maison, chauffer leur repas, ou bien entre prendre une douche ou manger, parce que l'énergie a été rendue doucement hors de prix. C'est une sorte de nœud coulant qui se serre doucement, 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 jusqu'au moment où pratiquement ça sera moins cher pour toi, ça sera moins cher. La seule option possible pour toi, ça sera de vivre comme à l'âge de Cro-Magnon. Tu reviens à l'âge de Cro-Magnon, tu vis dans une caverne, et puis voilà, c'est tout. Et tu attends la pluie pour boire. Il n'y aura plus rien d'autre. En attendant, les richesses, donc il y a un transfert clair de richesses ici, les pays qui auront le droit de produire, eux, ils vont avoir la part belle. Et ce qui se passe, c'est un transfert de richesses entre la classe moyenne occidentale, dans des pays européens, vers qui? Vers le tiers-monde. Et en fait, vers qui au tiers-monde? Vers les milliardaires du tiers-monde, vers les corrompus du tiers-monde, tout simplement. D'accord? Voilà la vraie histoire en réalité. La vraie doctrine. Il y a une vraie doctrine marxiste derrière cette histoire de réchauffement climatique. Et ne comptez pas sur vos élites pour vous protéger. Au contraire, ils sont en train de vous vendre, comme ils ont vendu pour le terrorisme, comme ils vous ont vendu pour le multiculturalisme. Ils vous vendent, tout simplement. Et vous, en soutenant ce projet-là, comme pour le terrorisme, vous allez voter contre vos propres intérêts. C'est tout. Le réchauffement climatique, on l'a appelé le réchauffement climatique. Après, comme la Terre ne se réchauffait pas, on l'a appelé le changement climatique pour juste... C'est un petit peu comme on dit, c'est comme si on allait vous taxer sur les marées. On prend les marées, on va essayer de les associer marée haute, marée basse, on va les associer à un danger, on va les associer à une activité humaine, et puis on dit, bon, c'est pas la Lune qui cause les marées, mais bon, voilà, c'est vous qui les causez, et puis un jour, il y aura une grande marée qui va nous tuer tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour régler le problème, tu me donnes de l'argent. Voilà. Parce que l'escroc, qu'est-ce qu'il fait? Le but de l'escroc, c'est transformer ta crédulité en espèce sonnante et trébuchante. Parce que
Si j'arrive vers toi, je te dis, je suis escroc, donne-moi 100 000 euros. Tu ne le feras pas, ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a des gens, ils ont été à Western Union, ils ont viré les économies de toute une vie vers le Nigeria. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une histoire, ils avaient quelque chose, ils avaient un narratif auquel ils croyaient. Donc à partir du moment où tu crois en un narratif, t'inquiète pas, les gens qui sont derrière le narratif sont là pour te soutirer de l'argent. Et dans le cas précis, on te culpabilise, on te parle de... Pendant 10 ans pratiquement, ils ont parlé de réchauffement climatique sans jamais parler de taxes. Une fois que les gens ont commencé à y croire, une fois que une nouvelle génération, tu disais ça à l'école, ils ont commencé à dire « Oui, papa, tu as pris un bain, tu vas réchauffer la planète, etc. » Ben, qu'est-ce qui se passe? Doucement, le système de taxation est arrivé. Voilà. Cap and trade, ça signifie on bloque, la production de carbone, enfin on bloque la consommation d'énergie, et après on oblige les gens à payer. Mais le problème, c'est que ce paiement va rendre la consommation d'énergie à la base pas rentable. Hein. Quand tu as une usine qui tourne pratiquement au seuil de pauvreté et qui arrive à peine à tenir, et puis tu viens lui taxer l'énergie, bon c'est fini quoi. Préfère virer tout le monde et puis délocaliser en Chine, hein, c'est tout, hein. Aussi simple que cela. Je te montre un papier. Alors, ce papier, j'aurais dû le sortir avant la vidéo. Où est-ce que je l'avais? Je te montre. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça c'est quoi? Ça c'est Sahih Muslim. Attends. Alors, j'ai trouvé, et je le montre comme ça, tu peux arrêter la vidéo si tu veux. Je vais te le lire. Premier touché, les pays du Sud sont les premiers à s'organiser, car si dans les pays du Nord on commence à réaliser la gravité de la situation, dans ceux du Sud on en meurt. D'accord? On en meurt. On meurt de quoi dans les pays du Sud? Mes amis, moi qui viens d'un pays du Sud, j'ai pas constaté qu'on mourait de réchauffement climatique. On meurt de corruption, on meurt de haine, on meurt d'islamisation, on meurt d'une économie qu'on a détruite, on meurt de surnatalité, on meurt de pollution, on meurt de choses comme ça. On ne meurt pas de chaleur, hein, je peux vous le dire. On en meurt dans ceux du Sud. L'Europe et les États-Unis ont fondé leur richesse sur l'exploitation de continents entiers et de leur population. Ils ont exporté et imposé un modèle économique basé sur le capitalisme et l'extractivisme. Je pense que ça veut dire l'extractivisme. Partout dans le monde, mais ça sonne bien, tu vois. L'extractivisme, si tu prononces ça je sais pas, tu es une tribune de l'ONU comme ça, imagine, tu as un costume, machin, tu as une moustache et tout, puis l'extractivisme, personne ne sait de quoi tu parles, mais ça sonne, on sait que c'est un truc méchant, quoi. Ils ont fondé, regarde. Ils ont exporté et imposé un modèle économique basé sur le capitalisme et l'extractivisme. Voilà, tu vois, ça sonne bien, quoi. Partout dans le monde. Et s'en sont enrichis à travers quoi? Le colonialisme, les programmes d'ajustement structurel, les traités de libre-échange. C'est vrai que traités de libre-échange ont causé la pauvreté, contrairement aux économies dirigées, aux plans quinquennaux, aux systèmes communistes, comme ceux du Venezuela, qui eux ont causé la paix dans le monde, qui ont causé les pays industrialisés, pourtant responsables historiquement à 80% du réchauffement. Il parle de réchauffement, lui, en fait. Il aurait dit à 80% des changements climatiques. Mais c'est vrai, quand tu dis changement climatique, tu mets 80%, ça veut rien dire. Donc, vaut mieux, voilà, parce que c'est le pourcentage de quelque chose. Mais le 80% d'un changement, ça veut rien dire. Veulent faire porter la responsabilité de la détérioration aux pays du Sud. Le changement climatique reproduit les rapports de pouvoir, les négociations à la COP aussi. Ça, c'est un politique algérien qui a dit ça, d'accord? Donc, c'est un petit peu ce système marxiste. Rentre dans une classe, par exemple, une classe d'école. Il va prendre, je sais pas, il va prendre cet étudiant qui est en train d'étudier, n'est-ce pas, comme un malade, qui est toujours au top. Et puis, il va le comparer au cancre. Et il va considérer que si le cancre est dans la situation qui est la sienne, si le cancre est au bord de l'illettrisme, c'est parce qu'il y a dans la classe des étudiants qui étudient bien. C'est de leur faute, c'est eux. C'est à cause d'eux que lui est dans cet état. Ils ont dû faire quelque chose, on ne sait pas, il y a un mécanisme, même surnaturel, mais c'est à cause d'eux qu'il y a des cancres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un nivellement par le bas, et on va prendre ces étudiants qui sont bien, et on va essayer de les casser, on va essayer de créer des handicaps, poser des handicaps sur leur dos, de sorte que
descendent et arrivent au niveau du cancre. Et comme ça, on a atteint quoi? On a atteint une égalité. Donc, cette histoire, si vous voulez, de réchauffement climatique, de changement climatique et tout, c'est complètement politique, ça n'a rien de scientifique. À la base, ça a été, on se rappelle, un des papes de l'affaire, qui d'ailleurs s'est enrichi, il a fait une fortune énorme. C'était Al Gore, c'était le vice-président lors de la présidence de M. Clinton. C'est quelqu'un qui est devenu le pape. Il a payé pour un film, il a payé pour une vérité dérangeante, je ne sais pas comment il l'a appelé. On voyait des ours barbotés comme ça sur un iceberg. Il a été les montrer un petit peu dans les écoles et tout ça, les faire pleurer les ménagères de 50 ans avec. Et puis une fois qu'elles ont bien pleuré, il a dit bon, mesdames et messieurs, à votre générosité, vous passez à la caisse. Et voilà, lui s'est enrichi. Et pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il dénonçait ces choses-là, lui il se baladait en jet privé pour aller faire cela. Hein. C'est un peu comme les célébrités qui, lorsqu'ils arrivent sur les accords de Paris ou autres, viennent pleurnicher comme ça à la tribune. Tu regardes les aéroports comme ceux du Bourget, sont pleins de jets privés. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Mais voilà, c'était politique à la base. Les médias, qu'est-ce qu'ils font? T'es journaliste, imagine t'es journaliste, rédacteur en chef. Le premier jour, tu vois cette histoire de réchauffement climatique, tu te dis putain, mais c'est quoi cette histoire? Ok, ils ont été un petit peu étonnés au début, les journalistes. Mais ils font quoi après? Bah après, ils font ce que les journalistes font d'habitude. Ah ben ils défendent les idées de leur seigneur, c'est tout. Après, ils te traitent de nazi, ils te traitent de n'importe quoi quand tu refuses le réchauffement climatique. Moi, je me souviens, vous savez, de mon premier cours de météorologie, parce que j'avais étudié l'aviation, certains le savent, j'ai un diplôme de pilote de ligne qui me sert à rien d'ailleurs, ça pas pour piloter cette voiture en tout cas. Et ce qui se passe, c'est que durant les années 90, où on parlait pas, j'étais jeune, j'étais gamin, c'est là que j'ai commencé mon premier cours à l'aéroclub pour faire le pilote privé, puis pilote professionnel, etc. Le premier cours, je me rappelle, était sur la météorologie. La météo est très importante en aviation, d'ailleurs, c'est noté sur 100, et pour réussir, il faut faire 80%. D'accord, il faut faire 80% de la note. Donc, c'est vraiment une matière extrêmement difficile et extrêmement exigeante. Alors, la première dictée, le premier cours que j'ai eu, c'était vraiment le cours 0. On s'en souvient très bien parce que mon premier cours d'aviation du tout était un cours de météo et ça m'a vraiment frappé. Il parlait de la température. Un des premiers trucs, on commence météo, on te parle de la température, après on te parle de l'humidité, après on te parle de choses comme ça. Alors, température, ok, donc les mesurer à 2 mètres du sol sous abri, mais bon, ce n'est pas ça la question. Il disait la température change, variation de la température. La température change de manière diurne. Ça signifie, il s'est arrêté l'instructeur, il a dit, ça signifie que en général, le jour, dû à l'ensoleillement, le jour, il fait plus chaud que la nuit. Bien sûr, tu peux avoir des inversions de température et tout, même en altitude. Il fait plus froid en altitude, mais tu peux des fois avoir un air chaud qui est poussé en altitude, et puis tu peux avoir une inversion de température. Mais on parle en général. La règle est que le jour, il fait plus chaud que la nuit. Et il a parlé, la deuxième étape, c'était, il y a des changements qu'il a appelés saisonniers. Les températures moyennes dans une région donnée, dans notre hémisphère, les températures sont plus froides l'hiver que l'été. C'est normal, nous le constatons tous. Bien que on pourra toujours trouver, si on cherche bien, un jour particulier en hiver qui est plus chaud qu'un jour particulier d'un été d'une année particulière. Troisième, et c'est là que ça vous intéresse. Troisième, c'était, il a dit, il y a des changements séculaires. Ça signifie que, à saison égale, à endroit égal, au cours des siècles, on va constater, au cours des décennies, on va constater que certains endroits deviennent de plus en plus chauds et d'autres de plus en plus froids. Il y a un changement climatique constant. Ce changement n'a pas attendu l'industrialisation pour arriver. Ce changement, on en trouve la démonstration dans des recherches, surtout quand ils vont au pôle, aller creuser dans la glace et sortir des carottes de glace qui se sont formées très longtemps. La structure de la glace va suivre un petit peu, schématiquement, va suivre un petit peu l'évolution des températures, et ils vont constater qu'effectivement, il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes de refroidissement, et c'était à l'époque où il y avait 3 humains qui se couraient derrière, dans la montagne ou dans les grottes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est financer aller taxer le réchauffement, pardon, je suis de l'ancienne génération, donc je dis toujours réchauffement climatique, mais ils ont changé de mot. Donc,
taxer le changement climatique, c'est comme taxer les marées ou taxer la couleur des arbres. Je peux te dire, tu vois, l'année dernière, ces arbres étaient peut-être un peu plus rouges que cette année, ou un peu plus verts que cette année-là. Et puis la différence de verdure, c'est que c'est toi. Hein, et je te taxe, donne-moi de l'argent maintenant. C'est ça le truc, ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas scientifique. Encore une fois, ça n'a rien de scientifique du tout. Ils ont pris l'ONU, l'ONU dont on connaît donc l'orientation politique, ils ont pris des scientifiques qu'ils ont financés, pas pour faire des recherches, pour trouver quelque chose. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, ils ont des enfants, ils ont des traites, il faut payer les traites de la maison, il faut payer la voiture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démontré ce qu'on les a payés pour démontrer. Et ils ont bricolé les chiffres, d'ailleurs ils ont été piratés, même leurs emails ont été piratés et tout une fois. Et puis c'était très clair qu'ils étaient en train de faire de la fausse science pour prouver que la Terre était en train de se réchauffer. Et comme l'histoire du réchauffement a capoté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de l'appeler changement climatique. Puis voilà, maintenant, tu as un tremblement de terre, enfin, changement climatique. Tu as du terrorisme quelque part, changement climatique. Un tsunami, changement climatique. Une inondation, une sécheresse, changement climatique. Et il y a toujours le connard occidental qui paye. Il y a toujours la classe moyenne qui paye. Et cette classe moyenne est faite en grande partie, il faut le dire, il faut l'admettre, de connards. Moi, vous savez, moi je vous dis un truc. Je suis un peu hyper today. Moi, même les connards, ils ont le droit de vivre, tu comprends? J'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis pas un... Ils ont le droit de vivre, même les connards. Donc voilà. Mais le problème, c'est que ils vont pleurnicher dans leur salon, alors qu'ils n'arrivent même pas à tenir le coup, alors qu'ils sont en train, des fois, de s'endetter pour pouvoir tenir leur rythme de vie. Et puis, on leur montre une sécheresse quelque part, une inondation au Brésil, puis on leur dit, c'est vos gueules, c'est à cause de vous. Et ils disent, oui, c'est vrai que c'est nous, c'est le réchauffement climatique ou le changement climatique, et ils sont prêts à passer à la caisse. Le problème, c'est que quand ils seront vieux, ils seront retraités, et ils seront à genoux parce qu'ils pourront même plus se chauffer, je veux dire, pour payer la Ferrari, je ne sais pas, pour payer la Ferrari du fils d'un général algérien ou d'un ministre du Laos ou autre, je comprends pas cela, je comprends pas pourquoi vous êtes dans cette putain de logique, mes amis. Vous êtes au bord de suicide collectif. Je peux vous dire un truc. Moi, pourquoi je fais des vidéos pour les Occidentaux? Parce que votre cas, il relève de la non-assistance à personne en danger. Voilà où vous en êtes. C'est de la non-assistance à personne en danger que de ne pas venir vous parler, que de ne pas venir essayer de vous réveiller. C'est condamnable par la loi, ça. Je peux aller en prison, moi, si je vous parle pas, si je vous fais pas ces vidéos. Je peux aller en prison pour ça, moi. Réchauffement climatique, changement climatique. Et puis, la Terre, oui, la Terre est menacée. Si la Terre est menacée, vous croyez vraiment que Madame Merkel ou Madame May ou des gens comme ça vous auraient sauvé? Vous croyez vraiment qu'ils vous auraient sauvé, mes amis? Ces gens-là, il y a des terroristes qui viennent de Syrie. Ils disent, on vient vous assassiner, puis ils les laissent rentrer, puis ils disent, on n'a rien pu faire. Tu crois vraiment qu'ils auraient pu nous sauver? Si réellement il y avait quelque chose qui menaçait la Terre? Ces gens-là, ils pourraient même pas se sauver eux-mêmes s'il y avait une guêpe un petit peu excitée qui était en train de les attaquer. Et tu crois qu'ils vont te sauver, toi? Qu'ils vont sauver la planète? Paye-les, vas-y, donne ton argent. Donne ton argent, enlève la bouffe à tes enfants et donne-leur. Vas-y, donne-leur. Donne-leur, hein. De toute façon, t'es un cas désespéré, tu comprends? T'es un cas désespéré, vraiment. Vraiment. Moi, je suis juste de ceux qui s'acharnent, tu comprends? C'est ça mon défaut, moi. Moi, je m'acharne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Tanka. Hein. Moi, je te dis, il y a des gens, ils ont abandonné Tanka. Des gens, même des gens pour qui tu votes. Hein. Des gens dont le rôle, dont le devoir serait d'être là pour toi. Ils t'ont abandonné. Ils ont désespéré de toi. Il y a un peu d'excès dans cette vidéo, je trouve. Je ne sais même pas si je vais la mettre en ligne ou si je vais aller me calmer un peu et puis revenir et faire une un peu plus civile. Voilà, on verra, je réfléchis. Ça mérite réflexion en tout cas. À bientôt mes amis.